Bonjour à tous ceux qui sont présents dans cette salle de l'Opéra Comédie et ceux et celles qui sont à distance et qui peuvent accéder à ces formations, ces informations, ces ateliers depuis le lieu où ils sont connectés. Alors, je m'appelle Michel Tisser, je suis avocat au barreau de Montpellier et j'appartiens au bureau de l'école des avocats Centre-Sud qui a été invité à participer à Futurapolis Santé. On peut s'interroger sur le contenu de l'atelier animé par des avocats dans le thème général Futurapolis Santé. Et malgré tout, j'essaierai de répondre à la question qui est la suivante. Est-ce que l'avocat est un partenaire de la santé? Comme je suis un petit peu formatée par mes formations de droit, c'est un petit peu avec un plan en deux parties. Je vous en prie, installez-vous. Il y a un plan synthétique de l'atelier sur vos chaises. En deux parties qui sont sous forme de deux questions. Qu'est-ce qu'un avocat? Et la réponse sera l'avocat est un praticien du droit. Vous voyez le petit clin d'œil praticien, mais ce ne sera pas suffisant. Et la seconde question que je vous poserai, ou que je me poserai, en tout cas que je nous poserai ensemble, c'est quelle est la place de l'avocat, puisque je l'y représente aujourd'hui, dans le domaine de la santé? Et je répondrai synthétiquement d'abord, elle est conforme à son serment. Et vous voyez là aussi le rapprochement que je peux faire avec toutes les professions de santé. Alors, c'est quoi un avocat? Un avocat est un praticien du droit. Le droit, disait Jean Giraudoux, est la plus puissante, je le regarde, la puissante des écoles de l'imagination. Jamais poète n'a interprété la nature aussi librement qu'un juriste la réalité. Et cette phrase de Jean Giraudoux, pour ceux qui fréquentent peut-être la fac de droit de Montpellier, je ne sais pas si parmi vous il y en a, elle est gravée dans un hall de la fac parce que on considère, la communauté des juristes, que le rôle du juriste, l'avocat, n'est pas juste lire au fil du temps, parce que ça change tout le temps, les textes qui sortent, lire les jurisprudences, mais créer, aider à la création du droit, aider à la création de la réponse juridique à des situations qui évoluent, et qui évoluent, on le sait, c'est une banalité, mais c'est pas mal de se le rappeler, généralement plus vite que n'arrive à évoluer la loi ou les autres sources de droit. Alors, une fois qu'on a dit l'avocat est un poète, ou presque, comment devient-on avocat? Je pense que ça peut être une question utile pour certains d'entre vous, ici ou ailleurs. On trouve toutes les réponses, bien sûr, sur Internet, et on parlera de l'intelligence artificielle et de la data, mais malgré tout, c'est bien de se souvenir que pour devenir juriste et avocat, il faut d'abord être juriste, donc il faut passer par la fac de droit, et puis ensuite passer par l'école des avocats. L'école des avocats, c'est quelque chose qui est organisé sur la France. Il y a 11 écoles d'avocats. On rentre à l'école d'avocats après avoir justifié d'un master 1 en droit et avoir passé un examen, qui est l'examen d'entrée à l'école d'avocats. On peut aussi y entrer directement si on est docteur en droit. Ça, c'est le cursus classique. On passe aujourd'hui 18 mois, demain 1 an dans l'école des avocats. Et une fois cette période terminée, on passe le sésame pour être avocat, le CAPA. Ce qu'il faut se dire, c'est que lorsqu'on arrive à la décision de devenir avocat, juriste et avocat, donc praticien du droit, on n'est pas forcément certain de la matière, du domaine que l'on va vouloir exploiter, exercer. Et c'est pas grave. Soit on a déjà une idée parce que sa famille est dans tel secteur, quel qu'il soit, l'entreprise, la médecine, l'enseignement, et on a quelques idées sur les domaines d'intervention dans lesquels, en tant que juriste, en tant qu'avocat, on veut intervenir. Soit on l'a pas, mais on a envie de respecter ce sentiment de justice qui est quand même au fond de chacun de nous, et se dire je pourrais moi aussi aider à l'œuvre de justice et puis aider les uns ou les autres, parce que tout comme les professionnels de la santé, il est clair que l'état d'esprit de l'avocat, c'est servir, accompagner, protéger, renseigner, informer, gagner, défendre, parce qu'on sent qu'on peut aider, puisque le droit et les règles de droit, avec toute la hiérarchie des normes que l'on peut connaître, n'est pas seulement une apparition miraculeuse sur les pages Internet. Alors, donc, une fois qu'on a pensé devenir avocat, on a cette formation initiale. Au cours de cette formation initiale dans l'école d'avocat, on a deux expériences qui sont importantes. On n'est pas là pour réapprendre ce qu'on a appris à la fac, c'est dommage, c'est inutile. On est là pour aller voir
dans un cabinet d'avocat. Comment ça se passe? Puisque quelle que soit l'activité, conseil, rédaction, défense, il y a un ensemble de processus qui sont similaires. C'est un cabinet d'avocats. Et puis, on a aussi une expérience dans cette formation initiale qui est le projet personnel individuel, qui est d'aller soit dans une entreprise, soit dans un hôpital, soit dans une juridiction, soit dans une association, n'importe où, pendant quelques mois, pour, si on n'a pas encore acquis cette connaissance des métiers, des situations, des secteurs dans lesquels on pourra intervenir, voir comment ça se passe vraiment. Et c'est d'ailleurs ce qui nous différencie, et en péjoratif pour les magistrats, des magistrats. C'est que les magistrats, à part des stages en cabinet d'avocat parfois et en juridiction, ils ne voient pas ce qui se passe en entreprise, en hôpital, en association ou dans une exploitation agricole par exemple. Ils n'ont qu'une vision purement juridique des choses. Cette expérience initiale faite, elle permet de voir un peu plus ce qui, dans l'avenir, pourrait être les conditions de son exercice et le contenu de son exercice. Dans quelle orientation on a envie de se diriger, quelle est la matière ou les matières qui va vous passionner. Parce que si on n'est pas passionné, on fait juriste d'entreprise ou on rentre dans un autre circuit qui est noble, mais qui n'est pas le secteur d'activité indépendante et libérale qu'est le secteur des avocats. Alors, examen, formation initiale CAPA, et là alors, on rentre dans la profession. Toujours sur l'idée de savoir si on est en adéquation, par exemple, avec la santé ou pas. Encore une fois, être avocat, c'est un état, ça transport des règles, mais il n'y a pas aujourd'hui d'obligation d'être certifié, spécialisé dans tel domaine pour exercer, prêter ses compétences dans tel domaine. En revanche, c'est recommandé. Et on a pour devenir un avocat pertinent, compétent, plusieurs façons de le faire. On a acquis à la fac des diplômes, des certificats. On peut acquérir, en cours d'exercice rapproché, une compétence technique dans un cabinet auprès d'avocats qui sont des professionnels spécialisés dans certains domaines. Et puis on peut aussi passer des mentions de spécialisation, puisque notre profession est aussi aujourd'hui orientée depuis quelques années vers la spécialisation. Nous avons 26 mentions de spécialisation, de spécialité, et il y en a plusieurs qui concernent la santé. Le dommage corporel, le droit à la santé, ou aussi la sécurité sociale. Et puis, en réalité, il y a aussi le droit de la responsabilité, le droit des contrats, donc beaucoup de domaines, et je vais vous l'illustrer un peu plus, qui sont nature à nous intéresser, à correspondre à une appétence que nous pouvons avoir sur une pratique, sur une méthode, sur une façon de penser, une façon d'exercer, de se comporter. Et on s'orientera progressivement vers quelque chose qui sera vraiment professionnel. Pourquoi ? Parce qu'on va le redire tout à l'heure, vous le savez, le serment de l'avocat est notre guide, quelque part. Lorsqu'on parle de conscience, on va conscience professionnelle, et tout professionnel, le médecin, l'infirmière, le kiné, l'avocat, le juriste, quel qu'il soit, doit avoir conscience que le service qu'il doit à la personne qui est son client, qui est son patient, qui est son interlocuteur, suppose le respect de ce devoir de conscience. Le devoir de conscience, c'est le devoir de compétence. Cette compétence, dans la profession d'avocat, on l'acquiert au début et on doit l'entretenir. D'où, renvoie à nouveau à l'école des avocats, la profession d'avocat a imposé, déjà une dizaine d'années, une obligation de formation continue qui est, pour tous les avocats, de 20 heures par an, dont on doit justifier de manière très sévère. Si on ne justifie pas avoir chaque année, et 20 heures, c'est pas beaucoup, exercer ces 20 heures, on risque d'être sanctionné par le barreau. Et les spécialistes doivent rajouter chaque année 10 heures de plus. Donc, exigence de professionnalisation, exigence de compétences, exigence d'actualisation. Cette exigence, elle s'insère dans, c'est une sous-question, les modalités d'exercice. On peut l'exercer comme on veut, en plusieurs, tout seul, en structures diverses, ça n'est pas l'important. Ce
ce qu'il faut bien relever aussi, pardon, c'est samedi, c'est que la profession d'avocat est une profession réglementée. Et ce qu'il faut se dire lorsque on envisage une profession réglementée, qu'elle soit d'avocat ou d'expert comptable ou de médecin ou d'infirmier ou de pharmacien, c'est qu'elle différencie cette profession-là, ces professions-là, d'autres modes de pratique qui ne sont pas garantes de responsabilité, de compétence, de sérieux et de sanctions à défaut de respect de cette compétence et de ce comportement. Donc, profession réglementée, ça veut dire qu'on est organisé en ordre et qu'on est sous le coup de contrôle à la fois du travail technique qu'on va accomplir, des conditions dans lesquelles on fait payer notre prestation et des conditions dans lesquelles on respecte la déontologie et les principes essentiels de la profession. Donc, profession réglementée, et ça veut dire égal garantie. Garantie pour celui, celle, ceux avec qui l'avocat est en interaction, soit parce qu'il prête son service, soit parce qu'il est partenaire, soit parce qu'il est co-acteur de quelque chose au service de quelqu'un, personne physique ou personne morale. Alors, quand je le disais aussi, pour être conforme à sa conscience, on doit donc être techniquement au point. Techniquement au point, ça veut dire aussi que on doit non seulement avoir une connaissance de la pratique juridique, du domaine juridique, mais notamment dans des métiers comme par exemple, ou des spécialisations comme le droit de la santé ou autre, il est capital, non seulement de connaître le milieu hospitalier peut-être, le milieu de la santé, mais de connaître plus que cela. On n'arrive pas avocat en droit de la santé si on ne sait pas un peu du vocabulaire médical, si on ne sait pas un peu du fonctionnement d'un hôpital et d'un processus de diagnostic ou de traitement. Donc, et je ne suis pas spécialiste en droit de la santé, je le dis, mais je corresponds pour d'autres confrères et je respecte la compétence des autres. Pour autant, dans ce domaine-là, comme dans d'autres domaines, si on ne connaît pas le terrain, si on ne connaît pas l'environnement, si on ne connaît pas l'actualité et si on ne connaît pas les êtres humains qui composent la conjoncture, la conjonction des personnes qui concourent à l'acte de santé, on n'est pas bon. Et donc, on ne respecte pas son devoir de compétence, outre son devoir de serment. Alors, j'en viens à ces devoirs de compétences techniques et de secteur. Comment on s'aide à acquérir cette compétence technique ou cette compétence pratique? Bon, classique, en allant sur le terrain, en côtoyant des structures d'organisation, en allant à des conférences, en allant écouter, s'informer, et puis en s'équipant d'outils. Alors là, on arrive à quelque chose qui a été aussi évoqué, qui est évoqué dans ce forum de ces 2 jours, évidemment, comme partout. C'est la grande question de l'intelligence artificielle, l'IA, version française, et la question des données, la data. Sur le monde juridique, on a bien entendu une explosion depuis des années, non seulement chez les Américains, mais chez les Européens et les Français, de l'arrivée du robot, non pas le robot médical, le robot juridique. Watson, tous les robots qui sont les copains d'un confrère célèbre qui s'appelle Sousson, des robots qui sont dans les cabinets qui moulinent. Et puis, on a aujourd'hui tout ce qui concerne la data, c'est-à-dire la compilation, le recueil de toutes les décisions de justice. Alors, bien mal, est-ce qu'on doit ignorer? Non, c'est pas possible. C'est pas possible pour 2 raisons. D'abord parce qu'on ne peut pas ignorer une chose qui a déjà dépassé ce qu'on peut imaginer comme progrès et comme invasion de notre quotidien. Et 2, parce que c'est très utile. L'intelligence artificielle, et c'est là où il faut voir comment les juristes ou les praticiens du droit de la santé doivent à la fois prendre le bien et s'échapper du mal. L'intelligence artificielle aide à quoi? Vous le savez, je ne vais rien dire de techniquement intelligent, pour le coup.
Elle aide à comprendre, à analyser et à récupérer des statistiques pour, une fois posé un cas, avec l'analyse statistique de tout ce qui a été enregistré dans le cerveau de la machine, sortir des préconisations. C'est ce qu'on appelle depuis quelques années la justice prédictive. C'est un côté un peu miraculeux, un petit peu guérisseur ou autre, sauf qu'en fait, ça n'est pas une justice prédictive, et le mot est prédictif et mauvais. Il est trompeur et nous dessert, nous les avocats et les juristes. C'est une justice statisticienne, organisationnelle, puisque elle fait quoi? Elle emmagasine, elle analyse et elle nous propose des solutions, mais qu'on doit non pas servir tel quel, sinon d'abord on ne sert à rien, on ne facturera rien et on ne vivra pas, et on ira chez Coluche, hein, c'est bien, hein, mais ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas ça qu'on a voulu lorsqu'on commence tout petit, imaginer être avocat, ou même plus grand. Elle propose, l'IA, encore une compilation de données en fonction des questions qu'on a posées, du cas qu'on a posé. Ce qui veut dire, que pour poser le cas pertinemment, il faut avoir sa propre analyse, d'où déjà un peu l'intérêt de celui qui pose la question et la technicité et la compétence de celui qui pose la question. Donc déjà, on a un atout à faire valoir. Je sais mieux poser la question que peut-être la machine toute seule. Deuxièmement, pour l'instant et encore, l'IA n'est pas encore tout à fait transversale. Et j'en viens à une remarque par rapport à la spécialisation que j'évoquais tout à l'heure. Il est clair qu'on ne peut pas être omniscient ni en médecine, ni en droit, ni en mécanique automobile d'ailleurs, toute proportion gardée. Pour autant, si on est, quel que soit le domaine, fusion-acquisition, FUSAC, truc extrêmement machin, très parisien ou pas, quel que soit le domaine, si on est trop pointu, on sera hyper compétent dans ce petit point. Mais si on travaille tout seul, on est mort. Image. On ne pourra pas répondre, on ne pourra pas être en recul, on ne pourra pas analyser par rapport aux besoins qu'on nous soumet la meilleure solution parmi toutes celles qui se présentent. Parce que l'avocat n'est pas un compilateur de codes civils, de santé ou autre, il est là pour analyser un besoin personnalisé, une personne, ou une personne physique ou morale d'ailleurs, parce que ce n'est pas que la santé physique qui est en cause lorsqu'on vient nous voir. L'avocat est là pour analyser la situation exacte. C'est du sur-mesure qu'on doit, et c'est là où notre profession va survivre par rapport à l'IA et aux robots. C'est qu'il faut qu'on soit en capacité non seulement de se remettre en question tout le temps, d'être adaptable, d'être humble par rapport à l'évolution de tout, y compris nous-mêmes, et de prendre en compte une personne physique comme le médecin. On prend en compte une personne qui vient nous voir et on essaie d'adapter à cette personne, non pas un costume qui sort de l'usine asiatique, mais un costume sur mesure, au prix adapté, qui sera adapté à la personne qui vient vous voir et à la notoriété que vous avez. Donc le sur-mesure est là pour expliquer, justifier, légitimer, valoriser l'intervention de l'avocat. Donc l'IA, c'est bien, ne pas se laisser noyer, ne pas se laisser perdre, on prend, on ne rejette pas, ce serait ridicule, et on utilise. Deuxième sujet sur la modernité, c'est les data. Alors là, je ne sais pas si j'ai une population de juristes ou pas de juristes, mais tout se sait et on suit la publication des décisions de justice. Parce que dans les sources de droit, vous avez la loi, le règlement, les décrets et la jurisprudence qui est moins prégnante qu'aux États-Unis ou dans le monde anglo-saxon, mais qui pour autant est utile, est intéressante, utile pour ne pas se planter face à un élément, une situation nouvelle. Et la jurisprudence n'est que la production de deux intelligences, l'intelligence de l'avocat qui propose des nouvelles idées, des nouvelles interprétations, et l'intelligence réceptive du magistrat qui dit par rapport à ce qu'on me propose comme solution, je considère effectivement que je peux faire évoluer le droit, soit j'applique le droit, soit je fais évoluer le droit. Et c'est tout l'intérêt, effectivement, de savoir que la jurisprudence, donc les décisions de justice, sont des sources de droit et qu'on peut les faire évoluer, qu'on peut créer le droit. Donc on est des créateurs de droit, des créateurs de solutions juridiques. Donc la data, c'est la récupération, le recueil de toutes les décisions de justice
rendus en France par les juridictions administratives, civiles et pénales. Ça fait sauter au plafond la moitié de la planète juridique. La planète juridique, non legal tech, la planète juridique, profession installée physiquement, ou les magistrats ou les avocats. Actuellement, il y a un décret du 30 juin qui est sorti récemment, on a le mode d'emploi. On sait que, parce que jusqu'à présent, on a quand même des trucs un peu borderline, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on a le marché noir des décisions de justice, puisqu'on a des plateformes juridiques qui récupèrent, grâce à des copains greffiers, greffières, etc., ou magistrats, des décisions de justice qui sont balancées, il y a des contentieux là-dessus, qui sont balancées sur le net, et ces décisions sont balancées avec la date et bien sûr la décision de justice, avec le nom des parties, le nom des magistrats et le nom des avocats. Donc le grand débat qui est là pour contrer le côté sauvage de la récupération de décisions de justice, contre sans aucun doute petite commission, parce que ce n'est pas possible autrement, je ne cite personne, donc tout va bien, parce que je ne connais personne d'ailleurs, donc c'est très simple, c'est le combat aujourd'hui, c'est de dire, actuellement le décret du 30 juin dit, on va anonymiser les noms, c'est-à-dire que, excusez-moi le mauvais vocabulaire, on ne peut pas imaginer que des décisions qui sont rendues dans quelques circonstances, dommage corporel, une décision de licenciement, de famille, soient portées à la connaissance de la planète entière avec son nom et ses coordonnées. Donc ça, les parties et les tiers, plus de nom, magistrats, on ne sait pas, les avocats, ils sont dedans. Du coup, ça renvoie à l'exigence de compétences. Ça veut dire qu'on est public sous les feux de la rampe, ça nous rappelle qu'on doit être attentif à notre compétence. Donc, la nouvelle technologie, elle est comme partout. Elle nous a devancé notre assentiment, elle est présente, donc on ne peut pas s'en sortir, mais il faut savoir l'utiliser tout en se disant que c'est l'être humain qui, pour l'instant, a encore un peu d'avance sur le robot qui s'auto-forme. Pourquoi ? Parce que l'être humain, il a en face de lui, le professionnel être humain, il a en face de lui un être humain, ou plusieurs êtres humains, bien entendu, hein, et que c'est parce qu'il a non seulement des données techniques, etc., mais qu'il a aussi la dimension humaine de la personne ou des personnes pour lesquelles il va se mettre en action intellectuelle et technique, c'est ça qui va nous sauver. Et il ne faut pas l'oublier. Alors, au-delà de ça, on a des exigences. Hein. On a des exigences que je vous ai dit, un état d'esprit, il faut être imaginatif, créatif, un serment, on va y revenir, tout petit, et puis un devoir de conseil, et vous voyez que chaque fois, je renvoie à tous les professionnels de santé, de conseil et de prudence. Alors, quand on a dit ça, qui est l'avocat, comment il exerce, quelle est la place de l'avocat ? Je crois que je suis trop bavarde, ça peut encore aller peut-être. Vous me faites signe si je déborde, les amis du fond. Dans ma deuxième question que je me pose à moi-même, donc c'est effectivement plus simple d'y répondre quand on se la pose à soi-même, quelle est la place de l'avocat dans le domaine de la santé ? Elle est conforme à son serment. Paf, c'est facile. Hein. Mais le serment est aujourd'hui très court des avocats. Il est, je vous en prie, asseyez-vous, il est le fruit d'un travail conjoint et récent de M. Robert Badinter, que sans doute tout le monde connaît ici, qui a été avocat, garde des Sceaux, qui est un monsieur extraordinaire, qui est toujours présent, mais même s'il est très âgé, et d'une dame qu'on avait un peu oubliée à une époque, mais qu'on a retrouvée il y a peu parce qu'elle est morte, c'est Gisèle Halimi. Dans les années 80, Gisèle Halimi est présidente de la commission des lois, et Badinter est garde des Sceaux. Et à ce moment-là, ces deux avocats dans l'âme vont considérer qu'il convient de rendre à l'avocat son indépendance totale. Et on va nettoyer le serment de toutes ces suggestions aux bonnes mœurs, ça fait un petit moment que c'est sorti, mais au pouvoir judiciaire. C'est regagner notre indépendance. Et le serment aujourd'hui, il est assez bref, mais il est très très proche, quoique plus bref, du serment des professions de santé. Il dit ceci: je jure comme avocat d'exercer mes fonctions. Fonctions, vous voyez, c'est très large. Le conseil, la défense, la rédaction, avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Et on a l'essence de ce qu'on doit attendre d'un avocat, d'un praticien du droit, comme d'ailleurs d'un praticien, quel qu'il soit dans le domaine de la santé. La place technique de l'avocat dans la santé, elle est facile à expliquer, et des fois dans des choses qu'on n'imagine pas. Vous avez dans ce salon des exposés, des ateliers ou des conférences sur les nouvelles techniques
la robotisation des outils en matière, médicale. Eh bien, les ordinateurs, les outils, sont le produit de l'imagination de chercheurs ou médecins et sont en fait la matérialisation d'inventions. Or, les inventions sont des créations qui doivent se protéger par des brevets, par exemple, et qui doivent s'exploiter par des contrats d'exploitation, de licence ou de cession. Et toute cette ingénierie, protection d'invention, diffusion d'invention, exploitation d'invention, licence d'invention, cession d'invention, c'est du travail d'avocat. L'installation des professionnels de santé, c'est du contrat. On s'installe comment? On s'installe des moyens, on s'installe tout seul avec... C'est du droit. Le droit est partout, en fait, c'est ça qui est sympa. Le droit est partout. Donc, c'est du droit des contrats, c'est du droit des structures juridiques. Et puis après, on a évidemment classiquement le droit du dommage corporel. Accident de la circulation, tout accident confondu qui impacte le corps humain. Et puis après, tout le droit de la santé, avec aussi la responsabilité médicale. Donc, ces domaines-là, qui sont parmi ceux qu'on imagine en premier comme pouvant être l'illustration d'un intérêt de la place d'avocat dans la santé de manière plus générale, ils sont très concrets, ils sont très anciens, puisque ces compétences, ce droit existe depuis longtemps, il est plus structuré, il est exercé et il est orienté aujourd'hui en spécialité professionnelle. Lorsque la santé du patient est en jeu, la santé du patient, la santé de l'individu, de l'humain est en jeu, l'avocat a une place, je dis bien une place, pas la place, une place particulière. Ce n'est pas le seul, mais il a une place particulière qu'il doit prendre entièrement, il doit prendre toute sa place, il doit rester à sa place. Cette place-là, elle exige de justifier sa compétence technique, on l'a dit. Mais il faut bien le répéter. Sans compétence technique, la place, elle va disparaître. Et elle n'a pas à être là, et elle met en danger celui qu'on doit protéger. Compétence technique, comportement. Et là, on retrouve l'état d'esprit de l'avocat, sa déontologie de l'avocat, son serment d'avocat, son humanité, son empathie, son observation, son écoute, et on retrouve tous les professionnels de la santé. On a les mêmes exigences pour nous et face aux patients, face aux partenaires de santé, face à l'interlocuteur dans l'entourage santé de la personne humaine. Et toutes ces exigences communes sont des exigences qui sont similaires à tous nos amis professionnels. C'est l'exigence de personnalisation de la prise en charge. J'insiste parce que c'est vraiment très important. De prudence dans l'analyse de la situation, dans le conseil donné, dans la stratégie accordée, dans la prise en compte de la psychologie, dans les enjeux, dans la globalisation de la prise en charge de l'intéressé. La conscience, c'est la connaissance. L'entretien de la connaissance, je reviens à la formation continue. L'absence de conflit d'intérêt. L'absence de conflit d'intérêt, c'est quelque chose qui vaut pour tout le monde. Chez nous, les avocats, on doit prêter une attention très, très, très pointue à l'absence de conflit d'intérêt. Il ne faut pas mélanger les genres. On peut être l'avocat d'un tel et d'un tel s'ils ont des conflits avérés ou possibles ou anciens. L'indépendance par rapport à qui? Par rapport à tout le monde, par rapport aux juges, par rapport aux prescripteurs, par rapport aux experts, par rapport aux industries. Pareil pour tous les professionnels médecins ou autres de santé. Et puis, on a l'humilité. Et les deux dernières choses qu'on a en commun, c'est l'humanité et le secret professionnel. Le secret, c'est la contrepartie de la confiance qu'on nous fait. C'est une exigence légale, puisque violer le secret professionnel est aujourd'hui une infraction pénale, civile, pénale, qui l'obligation repose sur les ministres du culte, mais sur deux professions particulièrement ciblées par notamment le code pénal, que sont les médecins et les avocats. Mais aussi, tous ceux qui concourent à la santé savent qu'on doit la confiance, la confidence à celle ou celui qui a besoin qu'on l'aide.
Et ce secret professionnel, c'est un atout, comme une carte d'atout. C'est une plus-value. Avec la déontologie, nos déontologies à tous les professionnels réglementés sont très proches. C'est la déclinaison du serment, comme je vous l'ai dit. Le serment d'Hippocrate est beaucoup plus long, mais on retrouve les mêmes mots dans le serment d'Hippocrate. Les mêmes mots. Et dans notre déontologie, on a aussi les principes essentiels. L'humilité est un principe essentiel. La confraternité, le respect, la distance, la courtoisie aussi. Et tout, c'est un comportement qui conduit non seulement en plus la vie pendant l'exercice professionnel, mais qui doit aussi imprégner la vie personnelle. Et donc, c'est finalement un guide de vie qui a beaucoup d'intérêt, beaucoup d'avantages, parce que ça permet de justifier sa place et de vendre sa place aussi, parce qu'on est professionnel. Donc, on a des atouts qui sont tout ceci. Voilà. Je vais peut-être un peu long dans un premier jet. Je ne sais pas s'il y a des questions ici ou ailleurs. Je suis prête à répondre. On pourrait rester la journée ou la semaine si vous voulez, bien sûr, mais je crois que ce n'est pas prévu sur ces grandes questions de compétences et de réponses humbles. Allez-y. Alors, je ne sais pas si on vous entend dans le reste de la planète digitale. Du coup, si j'ai le micro, bonjour à tous. Moi, c'était une réflexion, c'était peut-être pas vraiment une question. Moi, c'était par rapport aux expertises médicales. Donc, lorsqu'il y a des accidents de la route, en gros, vous devez passer devant un expert, l'avocat peut vous assister. Et je trouve qu'il y a une certaine limite lorsqu'il y a la limite entre le médical et le droit. Je parle de ça par rapport à la nomenclature d'Antillac, là, où, je ne sais pas si, en gros, quand il y a un accident, il y a plusieurs postes de préjudice, et on doit rentrer un petit peu dans les clous, voilà. Et moi, je ne sais pas, j'ai du mal un petit peu avec les médecins experts, parce que on a d'un côté l'avocat qui est là pour nous défendre, qui essaye de nous mettre, de nous humaniser. Et puis, d'un autre côté, on voit le médecin expert qui est là et qui essaye de... Ouh là là, je ne souhaite pas être filmée, par contre, je suis désolée. Je suis désolée. Et on a de notre côté ce médecin expert qui est là et qui vous dit, vous devez rentrer dans les 2/7, 3/7, etc. Et moi, franchement, à ce niveau-là, c'est gênant. Pour moi, ça me gêne parce que j'ai l'impression qu'on ne vous prend pas entièrement dans votre... il faut vous rentrer dans des cases et on vous rentre dans des cases. Et je trouve quand même que le boulot de l'avocat, il est quand même formidable à ce niveau-là, parce que c'est à partir de là, en fait, où on va nous humaniser. Voilà. Donc c'était juste une réflexion par rapport à ce que vous disiez. Et par rapport à ça, je trouve que c'est un peu... donc je crois que, je ne sais pas si c'est réglementé ou pas au niveau de... si vous avez 1/7, 2/7, 3/7. Mais dans tous les cas, je trouve que parfois, les médecins experts, heureusement après qu'il y a des expertises judiciaires, mais au départ, les médecins experts, je trouve que ils ne prennent pas en compte l'aspect humain. Et ça me... Parfois, et c'est une réflexion que je voulais faire. Très vite, vous avez en grande partie raison. Pour autant, la nomenclature d'Antillac n'est pas une normalisation totale de l'indemnisation du préjudice subi par la personne victime. Puisque, d'une part, à l'intérieur de chaque poste de préjudice, il appartient à l'avocat et à celui qui conseille le client de démontrer la particularité du préjudice chaque fois. Et on a aussi, après, une valorisation, si vous voulez. La personne humaine est quand même prise en compte. Alors, c'est vrai que c'est davantage pris en compte sur le préjudice économique et matériel, peut-être que sur le préjudice physique, où là, on a une partie plus délicate à remplir, parce qu'on n'est pas les techniciens de la santé. Là où on a une part de responsabilité, c'était presque un jeu de mots, c'est précisément en cas d'accident de la circulation, sur l'imputabilité du dommage et du préjudice subi. Mais on ne va pas entamer une question de technique juridique, parce que c'est peut-être pas le moment, mais vous avez raison, chacun doit prendre sa place, mais elle est limitée et elle est barémisée aussi. Et il faut prendre attention, ça rejoint les data et compagnie, à ne pas se laisser embarquer dans la barémisation ou dans les cadres et les nomenclatures, parce que, mais elles ne sont pas la juste réponse. Et c'est un accord entre compagnie assurante, on ne va pas évoquer le sujet. De l'extérieur, la planète digitale. Il y avait une question, non? Ah pardon, excusez-moi, oui.
Alors bonjour, vous demandiez à l'instant s'il y avait des juristes, alors j'en suis, enfin étudiant en tout cas. Rapidement pour évoquer, du coup, vous évoquiez le futur de la pratique des avocats, et notamment que celui-ci résidait dans la décision de solutions à prendre par l'avocat. Je me demandais si justement c'est pas nuancé, puisque dans les IA, et du coup c'est des méthodes, je crois, analytiques, je suis pas analyste ni fréquentiste ni quoi que ce soit, mais il y a des algorithmes décisionnels. Et Oui. du coup, il y a quand même moyen d'automatiser cette prise de décision dans l'avocat. Et je me demandais si, antérieurement du coup à l'IA, l'avocat il viendrait pas se agréger à la technique informatique, savoir qu'est-ce qu'on demande à une IA pour donner du coup des logiciels de justice prédictive, et puis voilà, plutôt en amont de l'IA et pas en aval. Alors, pardon, excusez-moi. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que les avocats ne sont pas en dehors de tout ça, parce que il y a quand même un peu de réactivité, même beaucoup. Donc, il y a des avocats traditionnels. Moi, je suis plus traditionnelle, puisqu'il y a longtemps que je suis avocat, même si je prête attention à ce qui se passe autour de moi. Et il y a des cabinets plus performants peut-être, ou pas, mais en tout cas, les avocats, de manière générale, soit de manière organisée, parce qu'on a une organisation professionnelle, bien sûr, soit de manière dans des cabinets eux-mêmes, sont très impliqués dans la construction. Ne serait-ce que pour créer l'algorithme, il faut le programme informatique, il faut le créer. Donc, et c'est là où vous avez vraiment raison. Moi, je vois ça dans d'autres circonstances sur alors c'est un mot que j'aime pas trop, la genrification. La création des logiciels on observe aujourd'hui qu'il y a plus de garçons dans la programmation que de filles. C'est un sujet qui est peut-être un peu hors sujet, mais pas tant que ça. Moyennant quoi, on réalise que dans les logiciels, les jeux, toute la production informatique et digitale qu'on a aujourd'hui, y compris pour les jeunes, le cerveau masculin est plus présent que le cerveau féminin. Or, ce n'est pas le même. Je schématise. Ce qui veut dire aussi que par rapport à l'IA appliquée aux avocats, vous avez vraiment raison, et c'est la raison pour laquelle les avocats sont en amont, et que la plupart des plateformes, des algorithmes, des logiciels, des solutions digitales proposées, il y a quand même des avocats. Il y a aussi des HEC, il y a aussi des informaticiens, et des hommes d'affaires, et des femmes d'affaires, plus hommes, mais on essaie d'être en amont pour influer sur la programmation. Et du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas repenser peut-être le cursus et la formation à la fois des praticiens et en formation initiale, pour essayer de diversifier aussi le droit aux autres domaines scientifiques? Ah, mais la diversification est en marche depuis longtemps. Il ne faut pas être inquiet là-dessus. Après, la réponse de droit, c'est une réponse de droit. Ce n'est pas une réponse de solution système D ou système chacun pour soi, Dieu pour tous. Il faut que ça soit... La création du droit, c'est pas rarement de rien du tout, en fait. Par exemple, la réglementation en matière d'informatique. Le droit de l'informatique, il n'a pas 100 ans. Il a 40 ans, le droit d'informatique. Et il est venu du droit de la propriété industrielle. Il est venu du droit des brevets, il est venu du droit d'auteur. Et on a fait une évolution, une création avec un mixage brevet, droit d'auteur et autres. Et on a créé le droit d'informatique et logiciel. Et aujourd'hui, donc, on a une discipline qui est distincte, la protection des brevets, la protection de la création artistique ou autre. Mais on crée rarement une nouveauté de rien du tout. Mais c'était une bonne question, l'IA, etc. Peut-être d'autres questions, si on a encore un peu de temps. Comment? Ah, je peux continuer. Bon, alors je peux vous raconter. J'ai encore 10 minutes, il n'y a pas de questions. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter? Je pourrais vous raconter que la déontologie... Oups. Alors j'ai fait un truc là. Pardon. J'ai sorti d'un cran. Moi, c'est pas grave, mais il y a une plaquette en bois qui a un peu cédé sous mon poids. Pardon, monsieur. Donc, je vais vous reparler de la déontologie parce que déontologie, éthique, comportement, c'est et ça doit être en fait
et ça a un lien avec l'IA. Le fil conducteur de la permanence des métiers de conseil, de protection et de défense des intérêts d'un être humain, c'est la déontologie et l'éthique. Et ça, quel que soit le sujet, quelle que soit la circonstance, vous passez l'actualité au peigne fin, que ce soit les affaires Servier, que ce soit d'autres affaires distinctes, quand vous vous mettez avec les conflits d'intérêts, avec l'indépendance, avec l'humanité, avec la conscience, avec la probité. La probité, alors il y a eu une bagarre côté avocat il y a maintenant presque 40 ans, oui, presque 40 ans, sur l'inclusion, comme on dit aujourd'hui, du mot probité dans le serment. Badinter voulait qu'il n'y ait que 4 piliers. La dignité, c'est important la dignité. Elle est pour nous et pour les autres. C'est capital la dignité. Et le reste, la dignité. La dignité, la conscience, l'indépendance et l'humanité. Et les débats parlementaires de l'époque ont voulu, parce qu'il y a toujours une méfiance à l'égard des professionnels libéraux, singulièrement les avocats, notamment les fiscalistes, je m'amuse, on nous a imposé de rajouter la probité au milieu. La probité, ça a une connotation un petit peu presque suspicieuse, mais why not? Ça ne nous dérange pas. Parce que ça va avec, comme définition, le désintéressement. Être désintéressé, ça ne veut pas dire qu'on va donner sa vie gratuitement pour tout. Ce n'est pas interdit de gagner sa vie avec son métier. En revanche, la probité, ça veut dire qu'on va être juste dans sa façon d'apprécier les besoins du client ou du patient, ce qu'on peut faire pour lui et sa capacité à accéder à la réponse de droit avec nous sans brimer un petit peu nos valeurs et sans le ruiner ou sans l'empêcher d'accéder au droit. Alors, aujourd'hui, il y a les modes d'accès au droit comme à la santé, puisque l'accès au droit en France et en Europe d'ailleurs est organisé avec l'aide juridictionnelle, mais qui ne fonctionne que pour les procès, pas pour le conseil. Et cette probité, qui nous a un peu irrités parce qu'on nous soupçonnait d'être des gens vénaux, bah finalement c'est pas mal. Et on retrouve ces mots dans le serment d'Hippocrate aussi. On a pour être des indépendants, des gens qui sont motivés d'abord par ce qu'on voit en face de la personne qui nous fait confiance et qu'on doit protéger, aider, assister, défendre. Alors ça, c'est ce que je dis et je redis, c'est être un peu répétitif, mais pour nous, c'est notre valeur ajoutée par rapport aux prestataires commerciaux. Encore une fois, du droit, vous en avez partout, dans les machines et hors machine. Au-delà de ça, je ne sais pas ce que je pourrais vous dire de plus dans le temps qui nous était imparti, si ce n'est que on ne vieillit pas dans cette profession finalement, enfin intellectuellement, en principe, si tout va bien. Dans nos professions de conseil et de santé ou juridique, ce qui est chouette, c'est que, sauf lorsqu'on craque, parce que bon, voilà, c'est dur malgré tout, comme on a quand même un peu la passion du droit, du service et de l'humain chevillé au corps, et qu'on a en principe la manie de s'actualiser, d'être réactif, adapté, etc., ben, on est toujours dans la curiosité et dans l'évolution, donc on s'éclate, quoi. Enfin, franchement, même quand on ne trouve pas la solution, on dit comment ah oui, c'est chouette, on a trouvé une solution. Et quand les gens, qui soient des patients, qui soient des clients, sortent de votre bureau ou de la salle d'audience, moi je fais à la fois du conseil et du judiciaire, et vous disent merci, même s'il ne paie pas d'ailleurs, merci, vous m'avez soulagé, et le mot soulagé est utilisé dans ces deux, voyez, dans ces deux grands domaines. Vous m'avez soulagé, vous m'avez rassuré, je me sens accompagnée, je me sens soutenue, je me sens mieux, j'ai repris confiance en moi, j'ai repris confiance à la justice, youpi, ça alors là franchement, bon, aujourd'hui c'est vrai que c'est un peu difficile, parce que c'est aussi une manie de dire j'ai pas confiance, on a aujourd'hui une défiance en tout. Mais quand une personne ou des personnes vous disent grâce à vous, c'est mieux, voilà, bah, c'est génial quoi, c'est génial. Et avec ça, bon, on peut vivre 200 ans quoi, ou presque. Voilà. Est-ce qu'il y a encore du temps? Est-ce qu'il y a des questions ou des avis? Si vous avez des avis à exprimer ou des questions. Ah oui, je vous écoute. Non, c'est free.
monde a le droit. On est tous égaux en droit. Donc, dans le droit, les principes, c'est égalité. Non-discrimination, égalité, avec, pour pas encore soit discret. Donc, tout le monde a le droit à être défendu, tout le monde a le droit à un accès à la santé, tout le monde a le droit à ça. Donc, ça, c'est un principe. Et au-delà de la règle française, vous avez quand même des traités internationaux, vous avez la Convention européenne des droits de l'homme, vous avez les déclarations universelles, et puis, quand la justice française n'est pas tout à fait rigoureuse, de façon, alors, les lobbies, oui, mais il y a deux façons de réagir. Ou bien on dit je m'accroche parce que ouais, je sais qu'il y a des arguments de droit. S'il n'y a pas d'argument, si on ne peut pas attraper un bout de la ficelle, pardon, j'ai oublié qu'il y a un micro, si on ne peut pas attraper un bout de réponse juridique, on n'attrapera pas. Hein. Donc s'ils sont nickel chrome, mais il est rare qu'il n'y ait pas une faille quelque part. Il est rare qu'il n'y ait pas une faille. Après, il s'agit que l'avocat qu'on consulte ait les capacités, les moyens aussi, parce qu'il faut trouver du temps, des relais, des ressorts, voyez, tout ça est à mobiliser, mais il y a rarement zéro solution. Parfois, elle prend un peu de temps, mais il y a rarement zéro solution. Et il faut pas, après, il y a les avocats kamikazes aussi, hein, mais sans être kamikaze, où on dit c'est pas de mon ressort, j'arriverai pas. Et on dit madame, monsieur, moi j'arriverai pas. Conscience. Hop. Donc je vous envoie à quelqu'un d'autre, ou je vous recommande une autre orientation. Parce que moi je ne suis pas en capacité de le faire. Mais il y a toujours une réponse. Alors, le grand débat, les défendre tous. D'être défendu. Oui. Ah, justement, voilà. La réponse, elle est très simple. Dans le serment, il y a conscience. Conscience égale clause de conscience. Un peu comme les journalistes. Alors, soit on fait du pénal d'habitude, mais on est aussi commis parce que les gens qui n'ont pas de revenus ont droit à un avocat qui ne leur coûte rien, qui est mal payé, mais qui est un droit d'avoir un avocat. Et on peut être désigné comme ça. Actuellement, il y a des volontaires, mais il y a quelques années, moi, de mon temps, quand j'étais jeune, on était commis d'office, gratuitement bien sûr, et on recevait comme ça des désignations, chacun son tour. Il m'est arrivé d'avoir des désignations en matière pénale de viol. J'ai dit, je ne porte pas de jugement, tant qu'il n'est pas jugé, il est présumé innocent, je ne pourrais pas le faire. Donc, je veux simplement ouvrir ma clause de conscience. Moi, je ne pourrais pas le faire. Pour autant, cet individu, quel qu'il soit, quelle que soit la réalité des faits, quel que soit le motif pour lequel il a fait, a le droit d'avoir un avocat, ce n'est pas discutable. Et l'avocat qu'il aura n'est pas là pour s'incorporer à lui, pour dire il a raison, je l'excuse, etc. Non, l'avocat est différent. Il n'est pas là pour excuser la personne qui est mise en cause. Elle n'est pas là pour valider ce qu'il a fait. L'avocat est là pour faire valoir des moyens de droit existants dans le cadre de procédures pénales et du droit pénal qui existe, qui est un cadre très strict, et d'expliquer à la place de celui qui n'a pas les outils pour s'expliquer quels sont les faits, je reconnais pas, qu'y a-t-il dans le dossier il y a des preuves où il n'y en a pas, et se mettre en position simplement de faire valoir les arguments juridiques de nature à respecter le droit de chacun à être défendu, à avoir un procès équitable. Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, il n'y a pas d'équivoque à avoir. L'avocat qui défend un criminel, qui défend un violeur, ne cautionne pas les actes. Jamais. Jamais de la vie. Et d'ailleurs, les pénalistes, les grands pénalistes, et on en a quelques-uns à Montpellier, ne sont pas que des avocats de méchants délinquants, ou pas. Ils sont aussi avocats en partie civile pour les victimes. Donc,
même moins grave quand on fait du droit du travail, on peut être avocat de l'employeur ou du salarié. Donc on n'est vraiment pas là ni pour cautionner, ni pour adhérer, etc. etc. Alors, parfois, il y a peut-être des dérapages de communication, mais non. Tout le monde a droit à être défendu. On n'est pas obligé. Si on le fait en dignité. Dignité et en conscience. Et en humanité. C'est quoi? Mais moi, je fais pas. Moi, je fais pas. Parce que je pourrais pas. Voilà. J'ai défendu une fois un violeur quand j'étais jeune comme office. C'était une caserne, enfin bref. C'est défendu, donc je n'étais pas seule. Hein, parce qu'il y avait des arguments à faire valoir. Après, j'ai défendu il y a quelques années aussi quelqu'un qui était accusé de viol, de touchement. Mais par contre, j'étais convaincue que ce n'était pas vrai. Là, pour le coup, j'ai apporté mon concours à quelqu'un, il y a quelques années, c'était pas ici, qui était, il y a une instruction, qui était accusé d'avoir eu des comportements, et j'étais convaincue que ce n'était pas vrai. Donc, je lui ai apporté mon concours. Il a été relaxé d'ailleurs. On s'est mis à deux à un moment donné, parce que ce n'était pas vrai. Mais j'aurais eu un doute où je ne me serais pas sentie à l'aise pour le défendre en toute conscience et en toute technicité. C'est pas la peine, on dessert les gens et puis on ne fait pas notre métier. Ah, madame avait... Vous accordez une dernière question à madame ou on s'arrête? La dernière. Alors, aujourd'hui, la justice est lente parce que en France, depuis des années, on ne donne pas assez de moyens à la justice, comme on ne donne pas assez de moyens aux hôpitaux, comme on donne pas. C'est pareil. La priorité des budgets est un peu incompréhensible pour le commun des mortels, des citoyens de base. En tout cas, en matière judiciaire, il est clair qu'on a un budget qui est l'avant-dernier de toute l'Europe. Ce qui fait que, comme il n'y a pas assez d'argent pour recruter des magistrats, recruter des greffiers, on a autant de magistrats et de greffiers qu'il y a 200 ans presque. Donc, alors que le volume des sujets, des cas dont on saisit la justice, c'est démultiplié par centaines. Donc, qui dit absence de moyens humains, dit absence de résultats et de réponses. Il n'y a pas de mystère. Après, il y a les procédures d'urgence, quand il y a urgence, on les détermine. Mais tant qu'il n'y a pas de moyens financiers et humains, il n'y a pas d'accélération de la justice. Si ce n'est le risque de voir effectivement recourir à des règlements de gens qui vont, des legal tech ou des legal plateformes qui vont dire bah, je vous gère ça, je fais une médiation juridico-digitale. Et ce n'est pas forcément la bonne solution. Je crois qu'on a atteint le... Je crois qu'on nous dit que c'est fini. Merci beaucoup de votre attention, de vos interrogations, de votre participation, de votre accueil dans ce forum santé de purs juristes.